Le métal le plus résistant de la planète est en même temps le plus fragile. Un paradoxe? Voici pourquoi. Il sauve le réacteur à fusion nucléaire de la catastrophe. Il encaisse tout le choc du plasma, là où l'acier s'évaporerait en une fraction de seconde. Mais il y a un problème. Ce métal, impossible de le fondre, de le découper ou de le souder. Une seule rayure et la réaction de fusion s'éteint. Et à température ambiante, il se brise comme du cristal. Une poudre grise qui pèse aussi lourd que l'or. Dans le monde, seules quelques usines secrètes savent le dompter. Des fours à 3000 degrés Celsius, des marteaux géants, un polissage au diamant jusqu'à obtenir un effet miroir. Une énergie propre presque illimitée bute sur un seul métal obstiné. Et vous allez voir comment les ingénieurs contournent sa malédiction. Aujourd'hui, je me rends dans une usine ultra secrète qui fabrique le blindage d'un réacteur thermonucléaire en tungstène. C'est précisément ce matériau qui nous protège d'une catastrophe planétaire et qui permet à l'humanité d'accéder à une énergie quasi illimitée. Mais il y a un énorme problème dont les médias ne parlent jamais. Le tungstène, c'est la malédiction des ingénieurs. Ce métal qui résiste aux températures les plus extrêmes sur Terre refuse de fondre ou de se souder par les méthodes classiques. Comment dompter un matériau qui se moque royalement de tous les hauts fourneaux? Je vais tout vous montrer, car j'ai obtenu l'autorisation de pénétrer dans l'atelier. Commençons par la question essentielle. Pourquoi précisément le tungstène? La réponse tient à son point de fusion absolument phénoménal. Ce métal tient bon jusqu'à 3420 degrés Celsius. En Fahrenheit, cela frôle les 6200 degrés. Pour vous donner une idée, l'acier ordinaire se transforme en bouillie liquide dès 2700 degrés Fahrenheit. Le tungstène, lui, reste solide comme un roc, même quand d'autres métaux se sont évaporés depuis longtemps et ont viré à l'état gazeux. C'est exactement pour cette raison qu'on l'envoie à l'endroit le plus infernal du réacteur, le divertor. Imaginez une gigantesque coupelle à cendres ou un pot d'échappement pour installation thermonucléaire. C'est là qu'on déverse toute la chaleur excédentaire et les déchets de la réaction. Les parois du divertor encaissent le choc brutal du plasma. Si on y mettait n'importe quel autre élément du tableau de Mendeleïev, le réacteur fondrait en une fraction de seconde et provoquerait une explosion à plusieurs milliards de dollars. Mais là, on fonce à pleine vitesse droit dans notre conflit principal. Le tungstène est un cauchemar absolu à travailler. Il a un sale caractère. Ce métal est incroyablement cassant à température ambiante. Si vous prenez un morceau de tungstène froid et que vous tentez de le frapper avec un marteau géant, il ne va pas plier comme le fer. Il va tout simplement exploser en des milliers d'éclats tranchants, comme le vase en cristal de votre grand-mère. Impossible de le découper avec une scie ordinaire. Il détruit n'importe quelle mèche en quelques secondes. On ne peut pas le forger au sens traditionnel, comme les forgerons dans les films médiévaux. Et le pire, on ne peut pas simplement le jeter dans un creuset, le fondre et le couler dans un moule. Pour faire fondre du tungstène, il faut une température telle que les parois du four lui-même se transformeraient en vapeur. C'est un cercle vicieux. Nous avons besoin de pièces aux formes complexes pour le réacteur à fusion. Mais nous ne pouvons ni fondre, ni découper, ni souder ce métal. C'est pour ça qu'il n'existe que quelques usines au monde capables de relever ce défi. La technologie est si complexe, coûteuse et dangereuse qu'elle reste jalousement gardée. J'ai dû signer une montagne de formulaires rien que pour accéder à cet atelier de métallurgie des poudres. Oui, vous avez bien entendu. Les pièces en tungstène pour réacteur ne sont pas coulées. Elles sont littéralement cuites, comme des biscuits, à partir de poudre.
Suivons tout le processus étape par étape, parce que c'est de la pure folie. Tout commence avec une fine poudre grise de tungstène pur. Cette poussière est si lourde qu'un petit seau pèse autant qu'un sac de ciment. Sa densité est presque identique à celle de l'or. D'abord, on verse cette poudre dans des presses géantes spéciales. Là, la pauvre poudre grise subit une pression de plusieurs dizaines de milliers de livres par pouce carré. Tout vibre autour. Les capteurs s'affolent. La pression est inimaginable. Après ce traitement, la poudre se compacte en sorte de briquettes. Elles ont déjà la forme des futures pièces, mais ne tiennent que par un fil. Si vous prenez une telle briquette sans précaution, elle va tout simplement s'effriter entre vos doigts et redevenir poussière. C'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes, le frittage. Ces ébauches fragiles partent dans des fours spéciaux sous vide ou sous atmosphère d'hydrogène. L'hydrogène est indispensable pour éliminer la moindre trace d'oxygène, car à haute température, le tungstène s'enflamme instantanément et part littéralement en fumée. On chauffe les ébauches jusqu'à des températures folles, environ 2980 degrés Celsius, juste en dessous du point de fusion. Que se passe-t-il à l'intérieur ? Les atomes de tungstène, aux frontières de ces grains microscopiques, commencent à diffuser, autrement dit, à s'entrelacer et à fusionner entre eux. Ils ne fondent pas, ils se soudent au niveau atomique sous l'effet d'une chaleur infernale. On obtient alors un bloc de métal massif et lourd. Mais il contient encore des pores microscopiques, ce qui est totalement inacceptable pour un réacteur de fusion nucléaire. La moindre cavité microscopique, sous l'impact du plasma, ferait tout simplement exploser la pièce à l'intérieur de la chambre du réacteur. Mais que faire ensuite ? Les ingénieurs ont imaginé une astuce géniale, mais terriblement risquée. Ils se mettent à forger le tungstène, mais en le chauffant à ce qu'on appelle la chaleur rouge. Le métal est porté de nouveau à des températures dépassant 1100 degrés Celsius. À ce moment précis, le tungstène change de comportement et devient un peu malléable, comparable à une pâte à modeler extrêmement dure. On l'arrache vite du four. La chaleur qui s'en dégage a failli faire fondre ma caméra. Et on envoie sous d'énormes marteaux-pilons automatiques. La presse frappe le métal incandescent à une vitesse et une force phénoménales. Chaque coup densifie la structure, expulsant tous les pores et cavités. Les étincelles jaillissent, le vacarme est tel qu'il vous vrille les tympans même avec un casque anti-bruit. Le risque est colossal. Si la température chute ne serait-ce que de 50 degrés, la pièce redevient instantanément cassante et vole en éclats sous le marteau, anéantissant des semaines de travail et une fortune. Une fois la structure du tungstène rendue parfaitement dense, vient l'étape de l'usinage et du polissage. Comme la pièce est quasiment impossible à découper avec des outils conventionnels, les ingénieurs font appel à des instruments diamantés ou à l'usinage par électroérosion. Ce procédé consiste à faire fondre le métal grâce à de minuscules décharges électriques sous l'eau, micron après micron. Chaque composant du divertor est poli jusqu'à obtenir un brillant de miroir. Pourquoi est-ce si crucial ? Parce que la moindre micro-rayure à la surface devient un point d'accroche pour le plasma, qui provoque alors une surchauffe localisée et fait s'évaporer le tungstène. Or, cette évaporation contamine instantanément le plasma et éteint la réaction de fusion. La précision requise ici relève donc du plus haut niveau d'exigence. Minerai banal ou carburant du futur. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours qui transforme d'austères pierres grises en une source d'énergie capable d'alimenter des mégalopoles entières pendant des années. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai entraîné dans l'une des installations les plus fermées et les plus technologiques qu'il m'ait été donné de voir. Ici, on n'aime pas le bruit superflu. Mais aujourd'hui, on nous a permis de jeter un œil dans les coulisses de la fabrication des barres d'uranium pour les centrales nucléaires. Vous avez sans doute vu ces trucs au cinéma.
Là-bas, il brille généralement d'un vert éclatant et vrombisse. Mais dans la réalité, tout est bien plus complexe, plus propre et, franchement, bien plus fascinant. Prêt à découvrir comment l'homme domestique l'atome à l'aide de centrifugeuses géantes et de fours en céramique? Alors c'est parti! Tout commence bien loin de ces halls aseptisés, en profondeur sous terre ou dans des carrières à ciel ouvert. Le minerai d'uranium, à première vue, n'a vraiment rien d'impressionnant. C'est juste une roche gris-brun qui fait à peine tiquer. Un peu plus fort le compteur Geiger qu'un vulgaire granit. Pour que vous mesuriez à quel point nous sommes dispendieux à ce stade, pour obtenir un seul kilogramme de combustible, il faut extraire et traiter des milliers de kilogrammes de cette roche. Le minerai part d'abord vers l'usine d'enrichissement, où il est broyé dans des meules géantes jusqu'à se transformer en sable fin. C'est un processus si poussiéreux et si bruyant qu'on se croirait à l'intérieur d'un aspirateur en marche de la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Ensuite, ce sable est arrosé d'acide sulfurique. Oui, ça paraît violent, mais c'est le seul moyen d'arracher l'uranium à la pierre. Au final, on obtient un concentré que le monde entier appelle le Yellow Cake. C'est une poudre d'un jaune éclatant qui évoque soit du curry, soit de la peinture pour enfants. Mais je vous déconseille vivement d'y goûter. Dans cette poudre, l'uranium est déjà présent en quantité, mais pour le réacteur, il reste aussi utile que du bois mouillé pour un feu de camp. Ensuite commence le véritable drame chimique. Cette poudre jaune doit être transformée en gaz. Oui, nous allons enrichir le gaz. C'est ce qu'on appelle l'hexafluorure d'uranium. À température ambiante, ce sont des cristaux blancs. Mais il suffit de les chauffer un peu et ils deviennent volatiles. Pourquoi tant de complications? Parce que ce n'est qu'à l'état gazeux que nous pouvons séparer les isotopes. Vous voyez, voilà le truc. Dans la nature, il existe deux types principaux d'uranium. L'un est paresseux et stable, l'uranium-238, qui représente près de 100% du minerai. L'autre, c'est ce fameux pile électrique 235, celui dont nous avons besoin pour la réaction. Mais il ne représente que 0,7% du métal naturel. C'est comme essayer de trouver un seul raisin sec sucré dans un sac de pois sec. Pour que le réacteur fonctionne, il faut augmenter la concentration de ce raisin sec au moins jusqu'à 4 ou 5%. Et c'est ici que nous pénétrons au cœur de l'usine, la salle de séparation des isotopes. Des milliers, des dizaines de milliers de colonnes argentées s'y dressent. Ce sont des centrifugeuses, si fines et si hautes qu'elles évoquent d'immenses aiguilles. Chacune de ces colonnes tourne sur son axe à plus de 1500 tours par seconde. Pensez-y un instant, si votre machine à laver décidait de tourner à cette vitesse, elle filerait en orbite martienne en traversant le plafond de votre salle de bain. À l'intérieur de ces colonnes, le gaz est propulsé avec une telle force que les atomes les plus lourds d'uranium paresseux sont projetés contre les parois, tandis que les atomes légers dont nous avons besoin se concentrent au centre. Un travail d'une précision extraordinaire. Le gaz traverse des milliers de ces machines successivement, s'enrichissant goutte à goutte, peu à peu. D'immenses cascades où la moindre erreur de pression, fût-elle d'une fraction de pourcent, peut paralyser tout l'atelier. Une fois obtenu le gaz contenant la proportion d'uranium utile recherchée, il faut le reconvertir à l'état solide. Mais cette fois, on ne fabrique pas une poudre, on produit du dioxyde d'uranium. Ce sont de minuscules granules noirs qui ressemblent à un café moulu haut de gamme. Cette poudre est versée dans des presses spéciales qui, sous une pression colossale, façonnent de petits cylindres. On les appelle pastilles de combustible.
Chacune mesure environ 9 mm de diamètre pour un peu plus d'1 cm de hauteur. Ces pastilles sont ensuite cuites dans des fours spéciaux à plus de 1700 degrés Celsius. Cela les rend solides comme de la céramique. Et là, accrochez-vous, l'énergie contenue dans une seule de ces minuscules pastilles, pesant à peine 7 ou 8 grammes, équivaut à celle produite par la combustion de 800 kg de charbon, ou 600 litres de pétrole, ou 40 000 mètres cubes de gaz. Une petite pilule peut éclairer votre appartement pendant plusieurs années. C'est proprement hallucinant quand on se tient devant un plateau qui en contient des milliers. Mais on ne peut pas simplement jeter les pastilles dans le réacteur. Ce serait la catastrophe assurée, pas de l'énergie. Il faut d'abord les conditionner. Pour cela, on utilise de longs tubes en zirconium. Ce métal particulier laisse presque librement passer les neutrons dans tous les sens, tout en étant incroyablement résistant et insensible à la corrosion dans l'eau bouillante. Chaque tube mesure 4 mètres de long. On y insère environ 300 pastilles. Puis on place en haut un ressort puissant pour éviter qu'elles ne bougent, et on soude le couvercle au laser. Cela s'appelle désormais un crayon combustible, un élément générateur de chaleur. Chaque barre est contrôlée avec une rigueur digne d'une pièce destinée à un vaisseau spatial en route vers Alpha du Centaure. On la lave dans des bains spéciaux, on la radiographie aux rayons X et on la teste aux ultrasons pour détecter la moindre microfissure. Si l'on trouve ne serait-ce qu'un défaut infime, direction le rebut. Ensuite, ces crayons sont assemblés en grandes structures hexagonales. On les appelle des cassettes ou assemblages combustibles. Une seule de ces structures peut contenir plus de 300 crayons, et tout cet ensemble pèse plus de 700 kg. C'est le produit final. Une telle cassette coûte autant qu'une voiture de luxe très onéreuse, voire davantage. Mais elle fonctionnera aussi beaucoup plus longtemps. Chaque assemblage possède son passeport, son numéro de série et un historique de fabrication rigoureux. Impossible d'égarer un tel objet dans un entrepôt. Lorsque ces cassettes arrivent enfin dans le réacteur, le véritable spectacle de la fission atomique commence. Elle dégage de la chaleur, chauffe l'eau, l'eau se transforme en vapeur et la vapeur fait tourner une turbine. Aucune fumée, aucune suie. Seulement l'énergie pure de la physique. Chaque cassette peut fonctionner dans le réacteur de 4 à 6 ans. Après cela, on la retire, on la laisse refroidir dans des piscines spéciales et on l'envoie au retraitement ou à l'entreposage. D'ailleurs, l'uranium peut être réutilisé. C'est comme le recyclage des bouteilles en plastique, mais à une échelle bien plus impressionnante. Quand on sort d'une telle usine, on se sent un peu différent. On comprend que derrière chaque bouilloire allumé ou téléphone chargé, se cache ce travail colossal de milliers de personnes qui ont appris à trier les atomes et à en faire des gâteaux énergétiques. C'est le chemin d'une simple pierre grise vers l'énergie pure qui maintient notre monde à flot. C'était bruyant, brûlant et stérile à la fois. J'espère que cette incursion dans l'univers des technologies nucléaires vous a plu. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'éteindre la lumière, même si elle provient d'une pastille aussi formidable. Cette machine alimente toute une ville. Me voilà devant les grilles de fer de l'usine. Et déjà, je ressens cette conscience qui m'envahit. Derrière ces murs, on fabrique des machines qui fournissent littéralement l'électricité à des millions de gens. Aujourd'hui, nous visitons une usine de transformateurs de puissance. Des gros, des très gros. Le genre dont un seul exemplaire pèse autant que 300 voitures ordinaires. Pas mal, n'est-ce pas ?
Et bon sang, j'ai déjà hâte d'entrer. Vous êtes prêts à découvrir ce nouveau monde avec moi? Alors allons-y, on nous attend. Avant d'entrer, quelques mots sur ce qu'est un transformateur de puissance et pourquoi il est indispensable. Toute l'électricité qui arrive chez vous a parcouru un long chemin. La centrale produit du courant à une tension relativement basse, puis un transformateur l'élève à, disons, 330 000 volts. Et c'est à cette tension que l'énergie voyage sur des centaines de kilomètres de câbles. Car plus la tension est élevée, plus les pertes sont faibles. Près de la ville, un autre transformateur abaisse cette tension à un niveau adapté au réseau et aux besoins domestiques. Sans cette chaîne, rien. Ni lumière, ni café, ni téléphone chargé. J'entre dans l'usine, et ce qui frappe d'emblée, ce sont les dimensions de l'atelier. Le plafond culmine à quelques 25 mètres, la largeur de la travée, près de 70 mètres. Et partout, des ponts roulants, car ici, littéralement, rien ne se soulève à la main. Le poids des pièces commence à quelques tonnes et finit dans les centaines. On me dit que le plus gros transformateur fabriqué ici pesait 420 tonnes en état de remplissage. J'essaie de saisir ce chiffre et n'y parviens pas. Tout commence par le circuit magnétique. C'est le cœur du transformateur. On le fabrique en acier spécial laminé à froid à structure granulaire orientée. L'épaisseur d'une tôle, de 0,27 à 0,35 mm. C'est 5 à 6 fois plus fin qu'un cheveu humain. Les tôles sont découpées sur des lignes spécialisées et chacune est obligatoirement recouverte d'une fine couche de vernis isolant. Sinon, des courants de Foucault se forment entre les plaques et toute la structure chauffe, transformant l'énergie électrique en chaleur au lieu de la transmettre. Ensuite, ces tôles sont empilées en paquets, l'une sur l'autre avec un décalage de quelques centimètres pour que les joints ne coïncident pas. Cette technique s'appelle le recouvrement oblique et elle réduit considérablement les pertes dans l'acier. Cela ressemble à un assemblage de puzzle très méthodique et monotone. Si ce puzzle pesait plusieurs tonnes et nécessitait une précision au dixième de millimètre. Les ouvriers à ce stade portent des gants, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour ne laisser aucune trace de graisse sur la surface, car cela affecte les propriétés magnétiques. Un détail qui compte. Le circuit magnétique achevé est serré par des tiges de compression et immédiatement vérifié. On mesure la géométrie. L'écart ne doit pas dépasser 2 mm par mètre de hauteur. Vient ensuite l'essai préliminaire à vide. On applique une tension réduite au circuit magnétique et l'on mesure le courant de magnétisation ainsi que les pertes. Si les valeurs sortent de la tolérance, on cherche la cause et l'on recommence. Personne n'a envie de découvrir un problème après l'installation dans un poste situé à 300 km de l'usine. Les enroulements, prochaine grande étape, est sans doute la plus laborieuse. C'est ici que l'on bobine le fil de cuivre ou d'aluminium et selon le niveau de tension, il peut être très différent. Pour l'enroulement basse tension, un fil rectangulaire épais d'une section parfois de 200 ou 300 mm². Pour l'enroulement haute tension, un fil plus fin, mais l'isolation est sérieuse. Chaque couche d'enroulement est recouverte de papier ou d'un ruban isolant spécial, et l'épaisseur totale de l'isolation entre les enroulements peut atteindre plusieurs dizaines de millimètres. Les enroulements sont bobinés sur des machines horizontales à commande numérique. La machine maintient la tension du fil programmé, compte les spires, respecte l'angle de pose. Mais aux étapes finales, il y a toujours un opérateur à proximité. Il vérifie la disposition de chaque couche.
car la moindre bulle d'air ou pli dans le papier constitue un point de claquage évident lors des essais. Et un claquage sous 220 000 volts, ce n'est beau que de loin et en vidéo. Une fois les enroulements terminés, on les enfile sur les noyaux magnétiques et on les fixe avec des pièces d'écartement. L'élément actif assemblé, le circuit magnétique avec les enroulements, est chargé dans un four spécial de séchage. La température y atteint environ 110 degrés Celsius. La durée de séchage varie de 40 à 80 heures selon la taille du transformateur. L'objectif ? Éliminer toute l'humidité de l'isolation en papier, car l'humidité réduit drastiquement la tension de claquage et accélère le vieillissement. Après le four, l'humidité du papier doit être inférieure à 0,5%. On vérifie cela en mesurant la résistance d'isolement et la tangente de l'angle de perte diélectrique. Deux valeurs qui en disent plus aux spécialistes sur l'état de l'isolation que n'importe quel examen visuel. Parallèlement au séchage, on prépare la cuve. La cuve, c'est le corps du transformateur, et ce n'est pas non plus une simple boîte en fer. Les parois sont soudées à partir de tôles d'une épaisseur de 10 à 25 mm, renforcées par des nervures de rigidité, auxquelles on soude des radiateurs de refroidissement. Un grand transformateur peut comporter 8 à 10 panneaux de radiateurs de plusieurs mètres de haut chacun. Et toute cette construction doit résister au vide et à la pression de l'huile sans la moindre fuite. Avant l'assemblage, la cuve est obligatoirement sablée et peinte à l'intérieur, car toute trace de rouille dans l'huile compromet la longévité de l'ensemble. Après séchage, les éléments actifs sont descendus dans la cuve, à nouveau à l'aide d'un pont roulant, et l'on commence à remplir d'huile de transformateur. L'huile remplit ici deux fonctions simultanées, le refroidissement et l'isolation supplémentaire. Le remplissage s'effectue sous vide, car même les microbules d'air dans l'huile constituent autant de points de décharge. Le processus de remplissage d'un grand transformateur prend 12 à 16 heures. Le volume d'huile peut atteindre 30 à 50 000 litres. Pour donner une idée de l'échelle, c'est comme remplir 4 à 5 piscines de taille moyenne. Et voilà enfin, les essais. C'est ma partie préférée, car c'est là que tout devient véritablement effrayant et captivant à la fois. Le transformateur est transporté dans un laboratoire blindé spécial, une vaste pièce en cage de Faraday, et les vérifications commencent. On mesure d'abord les coefficients de transformation, la résistance des enroulements, le courant à vide. Puis viennent les essais à tension élevée. On applique sur l'enroulement une tension plusieurs fois supérieure à la tension nominale. Pour un transformateur de classe 220 kV, la tension d'essai peut atteindre 4 à 500 kV. S'il tient 1 minute sans claquage, c'est bon. S'il ne tient pas, on repart de zéro. Et vous, revenez à la vidéo et abonnez-vous. Mais le plus spectaculaire, c'est l'essai au choc de foudre. Un générateur spécial crée une impulsion de tension qui imite un coup de foudre. Montée de la tension en 1 à 2 microsecondes, puis décroissance progressive. L'amplitude va de 500 à 1500 kV selon la classe du transformateur. Tout cela se produit en quelques microsecondes. Il n'y a pas grand-chose à photographier. Un éclair, un claquement, et l'oscilloscope enregistre le résultat. Si la forme de l'impulsion, après le transformateur, diffère de l'étalon, une décharge s'est produite à l'intérieur. Alors commence un véritable travail de détective. Où et quoi? Parfois il faut 1 an pour trouver la réponse, parfois on doit démonter une partie de la structure. Cet objet pèse plusieurs tonnes. Il fonctionne sans interruption, pendant des décennies. Et vous n'y avez jamais consacré une seule seconde de réflexion. Pourtant, à cet instant même, il pompe l'eau dans votre ville.
ou du pétrole quelque part sous terre, ou de la boue sur un chantier. La pompe industrielle, c'est le cœur de l'infrastructure, qui bat là où l'homme est rentré chez lui depuis longtemps. Mais comment la fabrique-t-on au juste? Par où commence ce monstre? La réponse se trouve là où on ne l'imaginerait pas, dans un entrepôt crasseux, avec des montagnes de ferraille rouillées. Et le chemin de cette ferraille jusqu'à la pompe achevée, c'est toute une épopée de feu, de milliers de degrés et de précision au centième de millimètre près. Ne partez pas, il y a un moment que vous n'allez vraiment pas voir venir. Tout commence non pas dans un atelier rutilant, mais dans un entrepôt immense et légèrement rouillé où s'amoncellent des montagnes de métal. Le matériau principal de nos futurs cœurs, la fonte. Pas n'importe laquelle, une fonte spéciale à haute résistance. Elle arrive ici sous forme de lingots massifs et lourds qui attendent leur renaissance dans le feu. À côté reposent des ferrailles, vieilles pièces, restes de coulées antérieures. Tout cela constitue la matière première. Une grue géante équipée d'un énorme électroaimant semblable à une soucoupe volante s'abat dans un fracas sur ce tas, saisit plusieurs tonnes de métal et les emporte vers la gueule de notre premier monstre, le four à induction. Préparez-vous maintenant à la fournaise. Le four à induction est essentiellement un creuset géant entouré de puissantes bobines de cuivre. Lorsque la grue y déverse des tonnes de métal froid et que l'opérateur enclenche le courant, il se produit quelque chose d'incroyable. Un champ électromagnétique intense traverse le métal et commence à le chauffer de l'intérieur. Sans flamme, sans fumée. Le métal se met à vibrer, à rougir, et en 1 heure ou 2, toute cette masse se transforme en un lac bouillonnant et aveuglant de fonte liquide à plus de 1400 degrés Celsius. Dans ce bain de fusion, tel un chef cuisinier, on ajoute des épices, des éléments d'alliage, pour lui conférer la résistance et la résistance à la corrosion requise. Pendant que le métal fond, dans une autre partie de l'atelier appelée salle de moulage, un véritable art prend forme. C'est ici que l'on crée le négatif de notre future pompe. La base, un sable spécial, extrêmement fin, mélangé à des résines. On commence par fabriquer en bois ou en plastique un modèle exact de la pièce de pompe, par exemple son corps massif en forme d'escargot. Ce modèle est ensuite recouvert de sable dans de grandes caisses métalliques appelées châssis de moulage. Le sable est soigneusement tassé jusqu'à durcir comme de la pierre, épousant fidèlement chaque courbe du modèle. Le moule est alors démonté, le modèle retiré, et il nous reste une cavité à l'intérieur du bloc de sable. L'empreinte parfaite de notre pièce. C'est un travail d'une minutie incroyable, car la qualité de ce moule détermine la précision de la future coulée. Et voilà l'instant culminant. Une gigantesque poche, remplie de milliers de kilos de feu liquide aveuglant, s'approche lentement de notre moule de sable. Les fondeurs, vêtus de combinaisons réfractaires argentées qui évoquent des scaphandres, inclinent prudemment la poche et un puissant torrent de métal en fusion s'écoule par un orifice spécial du moule appelé système de coulée. Le spectacle est envoûtant. Un fleuve de soleil emplit les ténèbres du moule, grésille, projette des gerbes d'étincelles. Il faut couler vite et uniformément pour éviter que des bulles d'air ne se forment à l'intérieur. Une fois le moule rempli, on le laisse refroidir. Et ce ne sont pas des heures, mais des jours. Cette masse énorme de métal enfouie dans le sable doit refroidir très lentement afin d'éviter les tensions internes.
Quelques jours plus tard, lorsque tout a refroidi, vient le moment de la naissance. Dans un fracas de tonnerre et des nuages de poussière, on brise le moule de sable et notre pièce voit le jour. Noire, rugueuse, recouverte d'une couche de sable durci et de calamine. Elle n'est pas encore belle, hérissée de restes de métal provenant des canaux de coulée. Ce n'est qu'une ébauche pesant plusieurs tonnes. On l'envoie d'abord dans une chambre de grenaillage, où elle est bombardée de tous côtés par des millions de minuscules billes d'acier qui décapent toute la crasse et lui confèrent une surface propre et mate. Puis les ouvriers, armés de torches à plasma et de meuleuses, découpent tout le superflu. Notre pièce moulée, désormais propre mais encore imprécise, pénètre alors dans le royaume de la précision, l'atelier d'usinage. Ici règnent de gigantesques machines à commande numérique. Une grue immense dépose notre corps de pompe sur la table d'une fraiseuse grande comme une pièce. Et la machine s'éveille. Une énorme fraise tournant à vitesse folle entame sa danse. Dans un sifflement et un grincement, elle enlève couche après couche, millimètre après millimètre, transformant la surface grossière en une perfection lisse. Elle taille les logements de roulement, les brides pour les tuyaux, les trous de fixation, tout avec une précision au centième de millimètre près. C'est comme le travail d'un sculpteur, sauf qu'au lieu d'un ciseau, c'est une fraise, et au lieu du marbre, plusieurs tonnes de fonte. Pendant que le corps s'usine sur d'autres machines, on tourne dans de l'acier inoxydable ou du bronze la pièce maîtresse de la pompe, la roue à aube ou impulseur. C'est une pièce complexe aux pales incurvées, dont la forme est calculée avec une précision aérodynamique. C'est elle qui mettra le liquide en rotation et créera la pression. Lorsque toutes les pièces sont fabriquées et ont passé un contrôle qualité rigoureux, commence l'étape finale, l'assemblage. Ce n'est plus un atelier bruyant, mais une zone propre et lumineuse, qui ressemble à une salle d'opération. Des monteurs chevronnés, tels des chirurgiens, commencent à assembler notre géant. Dans le corps massif, ils installent l'arbre, y montent des roulements de la taille d'une assiette, fixent la roue de travail, posent les joints d'étanchéité qui empêcheront le liquide de s'infiltrer. Chaque boulon est serré avec une clé dynamométrique spéciale, selon un couple de serrage précisément défini. Après l'assemblage, chaque pompe est envoyée sur un banc d'essai. C'est son examen de sortie. On la raccorde aux canalisations, on la remplit d'eau et on la met en marche. Des dizaines de capteurs enregistrent pendant plusieurs heures tous les paramètres. Pression, débit, vibration, température des roulements. Ce n'est que si tous les indicateurs correspondent parfaitement au calcul que la pompe obtient son certificat de qualité. Et le certificat de qualité de cette chaîne, ce sont vos abonnements. Alors appuyez sur le bouton s'abonner et restons en contact. Et la touche finale, la peinture. Une fois prêt et testé, le moteur pompe reçoit plusieurs couches d'une robuste peinture époxy, généralement d'un bleu vif ou d'un rouge éclatant. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une carapace épaisse et fiable qui le protégera de la corrosion pendant des décennies. Et voilà qu'après ce long et complexe parcours, depuis le métal en fusion dans le four jusqu'à cette dernière couche de peinture, naît ce cœur d'acier. Il est prêt à rejoindre son poste de travail pour pomper, en silence et à l'abri des regards, pendant des années sans interruption, l'eau, le pétrole ou les boues. Discret, mais absolument irremplaçable dans notre monde moderne. Ce monstre d'acier flottant pèse 100 000 tonnes et tire son énergie d'un réacteur nucléaire. Comment les soudeurs américains assemblent-ils le plus grand navire de guerre de la planète? Découvrez-le dans notre émission d'aujourd'hui. Je me tiens sur un pont dont la longueur dépasse 300 mètres et cette construction évoque l'édification d'une ville verticale qu'on aurait ensuite simplement couchée sur l'eau.
Chaque élément se mesure ici en hectares d'acier, et la longueur totale des soudures pourrait faire le tour du globe plusieurs fois. Aujourd'hui, nous suivrons le parcours depuis la première plaque d'acier jusqu'à la mise à l'eau finale de ce titan. Nous nous trouvons dans un chantier naval de Virginie. C'est le seul endroit capable de construire quelque chose d'aussi massif. Le navire Gerald Ford représente un véritable défi d'ingénierie. Commençons par ceci. Ce porte-avions est assemblé à partir de modules distincts appelés superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier, chacun pesant jusqu'à 1000 tonnes. Lorsque vous observez un tel bloc, vous comprenez qu'aucune grue ordinaire au monde ne pourrait le soulever. C'est pourquoi on utilise ici la plus grande grue de l'hémisphère occidental, que les ouvriers surnomment le Grand Bleu. Elle est capable de soulever une charge de 1500 tonnes aussi aisément que nous soulevons un verre d'eau. La construction de ce porte-avions peut se comparer à l'édification d'une zone industrielle entière, qui doit être à la fois robuste, mobile et totalement autonome. Le navire se compose de 100 000 tonnes d'acier blindé spécialement conçu, capable de résister à des contraintes statiques et dynamiques colossales. Chaque feuille de ce métal passait par un système de presse et un traitement thermique afin d'obtenir une structure moléculaire qui ne se fissure pas aux températures extrêmement basses des mers nordiques. Ce n'est pas de la construction au sens habituel du terme, mais de l'ingénierie mécanique complexe, où le coût du projet atteint 13 milliards de dollars. Une telle somme s'explique non seulement par les volumes de métal, mais aussi par la concentration de haute technologie au mètre carré. À l'intérieur de la coque d'acier se trouvent des catapultes électromagnétiques et des installations nucléaires qui nécessitent une protection particulière. Ce prix colossal reflète le travail de dizaines de milliers de spécialistes qui, pendant 8 ans, ont assemblé cet ouvrage à partir de modules séparés, transformant des tonnes de matières premières en l'actif militaire le plus cher et le plus puissant au monde. Le processus de transformation de feuilles d'acier plates en contours courbes de la gigantesque coque du porte-avions commence dans l'atelier, où le métal est soumis à une pression extraordinaire. Ici, on travaille avec des plaques de blindage spéciales d'une épaisseur impressionnante, atteignant 20 cm dans les parties les plus vulnérables du navire. Il ne s'agit pas d'un simple métal, mais d'un alliage à limite d'élasticité extrêmement élevé, conçu pour que la coque ne se déchire pas sous le puissant choc hydrodynamique en cas d'impact de torpille. Travailler un tel matériau exige un équipement qui constitue en soi une prouesse d'ingénierie. Les plaques d'acier passent d'abord par des installations de découpe plasma et laser. Ce sont d'immenses tables, où des découpeurs informatisés détaillent avec une précision chirurgicale les éléments du futur blindage. La température au point de découpe est si élevée que l'acier se vaporise instantanément, laissant un bord parfaitement net. Mais la vraie difficulté commence lorsqu'il faut donner à ce blindage épais la courbure voulue. On utilise alors des rouleaux hydrauliques géants, 3 ou 4 cylindres d'acier massif qui tournent sous le contrôle de pompes ultra puissantes. Lorsqu'une telle plaque de plusieurs dizaines de tonnes entre dans les rouleaux, l'atelier se remplit d'un grondement sourd. Le métal résiste, mais une pression de milliers de tonnes le contraint à plier. Les ingénieurs contrôlent en permanence le rayon de courbure à l'aide de gabarits laser. Chaque plaque doit correspondre exactement au modèle tridimensionnel de la coque, car même un écart de 3 mm rendrait impossible un assemblage parfait avec les autres modules. Si le blindage est mal cintré, sa tension interne peut devenir un point critique lors d'une tempête ou d'un engagement au combat. Cela est particulièrement important pour la partie inférieure du navire, où le double fond doit être parfaitement étanche et capable d'absorber l'énergie d'une explosion sous-marine. Après le cintrage, chaque pièce subit un contrôle par ultrasons pour détecter les micro-fissures susceptibles d'être apparues lors de la déformation.
C'est un processus épuisant et lent, où l'on ne parvient à traiter que quelques plaques par équipe, mais c'est précisément avec ces morceaux d'acier parfaitement courbés que se construit le blindage monolithique qui protégera le cœur nucléaire du porte-avions pendant les 50 prochaines années. La construction du porte-avions Gerald Ford diffère radicalement de la construction navale classique du siècle dernier. Ce navire n'est pas assemblé plaque après plaque ou tôle après tôle, directement en cale sèche. Les ingénieurs utilisent plutôt une stratégie d'assemblage modulaire, qui rappelle davantage la création d'un jeu de construction gigantesque pour Titan. Toute la coque est divisée en sections fonctionnelles distinctes que l'on appelle à l'usine des superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier dont chacun peut atteindre la hauteur de 3 ou 4 étages. Le poids d'un seul de ces modules varie entre 900 et 1000 tonnes. Concrètement, les ouvriers construisent des sections entières de la ville, avec toutes leurs cloisons intérieures, leurs tronçons de tuyauterie et leurs chemins de câbles, dans des ateliers fermés, où le métal n'est exposé ni au vent ni à la pluie. Cela permet d'atteindre une qualité de soudure et d'assemblage qui serait impossible en plein air. Quand le superbloc suivant est prêt, commence la phase la plus délicate de l'opération. Entre alors en scène le chef technique de ce chantier naval, une grue géante officiellement baptisée le Grand Bleu. C'est une structure colossale qui domine tout le littoral de Virginie. Sa capacité de levage atteint 1500 tonnes, ce qui en fait l'une des grues les plus puissantes de la planète. Lorsque cet engin soulève une montagne d'acier d'1 million de kilogrammes, on a l'impression que les lois de la gravité ont momentanément cessé de s'appliquer. Le cube d'acier se détache lentement du sol et glisse au-dessus de la partie sèche du dock, masquant le ciel. C'est le moment de tension maximale pour toute l'équipe, car sous la grue se trouvent des centaines de personnes et une partie déjà assemblée de la coque dont la valeur se chiffre en milliards de dollars. Le plus incroyable dans ce processus, c'est la précision. Bien que la grue soutienne une charge équivalent au poids de 3 gros avions de ligne, elle doit déposer ce bloc sur la coque avec une précision millimétrique. Les ingénieurs utilisent des systèmes de guidage laser et des capteurs numériques pour contrôler chaque micron de mouvement. 1000 tonnes d'acier doivent se poser parfaitement en place pour que les bords de soudure s'alignent sans le moindre espace. Si le bloc se décale ne serait-ce que d'1 centimètre, cela déclenchera une réaction en chaîne d'erreur sur l'ensemble de la coque, et les modules suivants ne pourront tout simplement pas s'emboîter. Les ouvriers qui se trouvent à l'intérieur de la cale, à l'aide de talkies-walkies et de gestes, corrigent les mouvements du grutier jusqu'à ce que l'acier touche l'acier. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous savez, d'habitude, je vais observer des choses qu'on peut toucher sans risquer d'y rester collé par la joue. Mais aujourd'hui, j'ai quelque peu surestimé mes ambitions. Nous sommes dans un chantier naval où l'on construit la coque d'un brise-glace nucléaire. Et oui, c'est exactement ce type de navire qui ne contourne pas la glace, mais la traverse comme un couteau dans du beurre. Devant moi se dresse un squelette d'acier gigantesque qui bientôt opérera dans des conditions où la température descend en dessous de -50 degrés Celsius et où la pression de la glace peut broyer la coque avec une force difficile même à imaginer. Ce qui m'a frappé en premier ici, ce n'est pas la taille, bien que la longueur du futur navire dépasse 150 mètres et que l'épaisseur de certaines tôles de coque atteigne plusieurs centimètres. Ce qui impressionne, c'est justement l'approche de l'acier. Ce n'est pas du métal ordinaire sorti d'un laminoir. On utilise ici des nuances d'acier spéciales qui conservent leur plasticité même par grand froid. Si l'acier ordinaire devient cassant au froid, celui-ci, au contraire, doit résister au choc des champs de glace sans se fissurer. Les ingénieurs me l'expliquent simplement. La coque doit pouvoir légèrement jouer. Sinon, elle ne survivra tout simplement pas à l'Arctique.
D'énormes tôles d'acier arrivent ici après un premier traitement. Chacune pèse des dizaines de tonnes. Et lorsque la grue la soulève, on a l'impression qu'il s'agit d'un morceau d'immeuble qu'on aurait décidé de déplacer par hasard. Mais la forme du brise-glace n'apparaît pas d'un coup. Ces tôles passent d'abord par des rouleaux géants qui les cintrent lentement selon l'angle requis. Devant moi se dressent d'imposants cylindres d'acier, chacun aussi large qu'un tronc d'arbre respectable, disposés l'un au-dessus de l'autre. Entre eux, on introduit lentement une tôle d'acier plane, lourde, rigide, en apparence totalement inflexible. L'opérateur donne le signal et le mécanisme se met en marche. Les cylindres tournent à faible vitesse, mais avec une force colossale. La tôle s'engouffre progressivement à l'intérieur, et à un moment donné, on la voit commencer à se transformer. D'abord, une courbure à peine perceptible, puis le rayon s'accentue, et le métal n'est déjà plus plat. Il s'arrondit avec fluidité. Le son est particulier, une pression sourde, des grincements et de légers craquements, comme si le métal cédait à contre-cœur. Le processus n'est pas rapide. La tôle peut être laminée plusieurs fois, en modifiant la position des cylindres, jusqu'à obtenir l'angle ou la courbure exacte. Et soudain, ce n'est plus un simple morceau d'acier qui se trouve devant vous, mais un élément de la future coque, épousant parfaitement sa forme. Je me tiens à proximité et j'entends le métal littéralement gémir sous la charge. Un son comme si vous pressiez quelque chose de très obstiné, qui cède à contre-cœur. Vient ensuite l'assemblage des sections. Et là, tout ressemble à un gigantesque jeu de construction, sauf que chaque pièce pèse le poids d'une petite locomotive. Les blocs individuels de la coque sont assemblés dans l'atelier. Il peut s'agir de sections de 20, voire 30 mètres de long. Chacune contient déjà une partie des cloisons internes, des chemins de câbles, et même les fondations des futurs ponts. Ensuite, ces blocs sont transportés vers la cale et assemblés. J'entre dans l'atelier, et là se dressent déjà des sections de coque terminées. Ce ne sont pas de simples tôles, ce sont des morceaux entiers du futur navire, longs de 20, parfois même 30 mètres. À l'intérieur de chacun de ces blocs, on devine déjà la vie, cloisons, passages, ouverture pour les câbles, emplacement où passeront bientôt tuyaux et systèmes. Autrement dit, la coque ne se construit pas de zéro en un seul lieu. Elle s'assemble par morceaux, comme un puzzle, mais très lourd et très chaud à fabriquer. Puis viennent les grues. La section est soulevée dans les airs lentement, sans mouvement brusque, et transportée vers la cale de construction. Là, elle est délicatement descendue et ajustée aux parties déjà installées. Et c'est à ce moment précis que vous voyez littéralement les pièces détachées commencer à former un tout cohérent, le futur brise-glace. La soudure, c'est une autre histoire. Impossible de simplement faire un cordon et partir prendre un café. Chaque assemblage passe par un contrôle à plusieurs niveaux. D'abord, le soudeur réalise le cordon principal, puis celui-ci est vérifié aux ultrasons pour s'assurer qu'il n'y a ni cavité ni fissures à l'intérieur. Si quelque chose cloche, on découpe et on recommence. J'ai vu un cordon refait 3 fois, et personne ne s'énervait. Ici, c'est la pratique normale, car le prix de l'erreur est bien trop élevé. La forme de la coque mérite qu'on s'y attarde. Un brise-glace n'a pas simplement une proue robuste. Celle-ci est spécialement conçue pour grimper sur la glace et la briser par son propre poids. Pour cela, la partie avant présente une inclinaison caractéristique, et elle est renforcée par des couches d'acier supplémentaires. À certains endroits, l'épaisseur de la structure est multipliée par plusieurs facteurs. Et à l'intérieur, on ajoute des raidisseurs qui répartissent la charge sur toute la longueur du navire. Pendant que je me promène ici, tout bouge en permanence autour de moi. Grues, plateformes, ouvriers casqués qui ont l'air de vivre une journée ordinaire. Pourtant, il faut bien l'avouer,
Quand une section de coque de plusieurs dizaines de tonnes vous survole, on révise quelque peu sa notion d'ordinaire. L'un des ingénieurs plaisante en disant que le plus terrible ici, ce n'est ni le froid ni le métal, mais si quelqu'un oublie son déjeuner dans l'atelier, le retrouver dans cette immensité relève de l'impossible. Lorsque toutes les sections sont assemblées, la coque commence à prendre forme. Sa longueur se fait physiquement sentir. Vous longez le flanc et vous vous surprenez à penser que c'est comme longer un immeuble de plusieurs étages, mais à l'horizontale. La hauteur du bordé impressionne aussi, plusieurs niveaux qui deviendront bientôt des ponts, des salles des machines et des quartiers d'équipage. Vient ensuite le traitement de surface. Le métal est nettoyé, recouvert de revêtements anti-corrosion, puis peint avec des compositions spéciales qui réduisent la friction avec l'eau et protègent la coque du sel et de la glace. On dirait de la cosmétique pour géants, mais en réalité, c'est de cela que dépend le nombre d'années durant lesquelles le navire pourra fonctionner sans réparation majeure. Et me voilà, au terme de cette visite, face à cette coque, et je me dis « Ce n'est pas encore un navire achevé. Il n'y a ni réacteur, ni hélice, ni système de commande. Mais dès maintenant, l'essentiel est visible. C'est une structure conçue pour affronter les éléments, où chaque millimètre de métal a sa raison d'être. Et lorsqu'il prendra la mer, il ne se contentera pas de naviguer. Il tracera une route là où d'autres n'oseraient même pas s'aventurer. Les brise-glaces nucléaires modernes sont capables de fracturer de la glace jusqu'à 2,80 m d'épaisseur en mouvement, et les nouveaux projets jusqu'à 4,5 m. Quant à la puissance, c'est un chapitre à part. Ces navires disposent de moteurs développant des dizaines de milliers de chevaux. Par exemple, les brise-glaces lourds peuvent dépasser 75 000 chevaux vapeur. Et sans cette puissance, ils ne parviendraient tout simplement pas à briser la glace. Je vais encore flâner un peu ici, écouter ce grincement du métal, observer comment naissent ces machines extraordinaires. Puis, je partirai préparer votre prochaine escapade. Car après une telle expérience, l'envie est irrésistible de découvrir quelque chose d'aussi grandiose, d'aussi complexe et d'un peu fou. Et il me semble que j'ai déjà quelques idées en tête. Il existe un métal auquel on confie chaque jour la vie d'un équipage enfermé dans une capsule d'acier à des centaines de mètres de profondeur. Imagine un tube qui n'a pas le droit de présenter la moindre micro-fissure, alors qu'il supporte la pression d'une colonne d'eau haute, comme plusieurs dizaines d'étages. Ce n'est pas un alliage de science-fiction tout droit sorti d'un film, mais un acier bien réel, capable de résister à plus de 100 000 psi de charge tout en restant suffisamment vivant pour ne pas se désintégrer, respirant au rythme de la coque du submersible. Aujourd'hui, tu vas découvrir de quoi est vraiment faite la coque épaisse d'un sous-marin, pourquoi le Titane s'est révélé un héros des profondeurs bien trop coûteux, et comment les ingénieurs parviennent à faire tenir le métal là où n'importe quel acier ordinaire se serait froissé depuis longtemps comme une boîte de conserve. La coque résistante d'un sous-marin ne commence pas par la peinture et les techniques de camouflage, mais par le métal dont est fait son corps intérieur. La coque résistante, c'est un tube d'acier à parois épaisses, de forme cylindrique, à l'intérieur duquel se trouvent les compartiments, les hommes, l'équipement. C'est elle qui supporte la monstrueuse pression des profondeurs, tandis que la coque extérieure légère, les carènes, le kiosque relève déjà de l'aérodynamique et de l'hydrodynamique. Lorsque le submersible descend à des centaines de mètres, chaque pouce carré de sa coque subit une force telle qu'on dirait qu'un immeuble entier pèse sur lui. À 500 mètres de profondeur, la pression atteint environ 50 atmosphères, soit près de 50 bars, et l'acier doit résister sans la moindre fissure.
Pour rendre cela possible, on utilise des aciers alliés spéciaux de très haute qualité. L'exemple classique, l'acier américain HI80. Le sigle HI signifie High Yield, c'est-à-dire limite d'élasticité élevée. L'acier ne commence à se déformer de manière irréversible qu'à des contraintes d'au moins 80 000 PSI. Pour les sous-marins, le HI80 permet une profondeur d'immersion opérationnelle d'environ 550 mètres. Plus tard est apparu le HI100, avec une limite d'élasticité proche de 100 000 PSI, soit environ 700 mégapascales, ce qui a permis de concevoir des submersibles pour des profondeurs avoisinant 690 mètres. Une différence de quelques dizaines de mégapascales représente en réalité des centaines de mètres supplémentaires de zone de survie pour la coque, avant que les contraintes n'atteignent des niveaux critiques. La composition chimique de ces aciers est loin du simple fer au carbone. On y ajoute du nickel, du chrome, du molybdène, du manganèse et d'autres éléments dans des proportions précises. Le nickel améliore la résilience au choc et abaisse la température de rupture fragile. Le chrome renforce la résistance à la corrosion et la dureté. Le molybdène aide à résister au fluage et aux contraintes locales. Il en résulte un acier qui, même aux basses températures de l'eau de mer, conserve sa plasticité et ne se brise pas comme du verre sous l'impact ou une charge brutale. Pour les bâtiments militaires, c'est crucial. La coque doit encaisser les coups de mer, les chocs hydrodynamiques et ses propres manœuvres, sans parler des charges explosives éventuelles. L'étape suivante relève de l'univers des tôles épaisses et du soudage de haute précision. Les plaques de la coque résistante atteignent plusieurs centimètres d'épaisseur. Elles sont courbées sur de puissants laminoirs pour former des sections cylindriques. Cette courbure doit être d'une précision telle que l'assemblage des tôles produise un anneau parfaitement régulier, exempt de contraintes internes et d'ovalisation. Plusieurs de ces sections sont ensuite réunies en virolles, compartiments distincts qui seront à leur tour soudés entre eux sur toute la circonférence. Chaque soudure longitudinale ou circulaire constitue potentiellement le point le plus vulnérable. Aussi les exigences de soudage sont-elles aussi strictes que celles imposées à l'acier lui-même. On recourt au soudage automatique à l'arc sous flux, en contrôlant minutieusement les températures de préchauffage et de post-chauffage, afin d'éviter la formation de zones trempées fragiles et de fissures internes. Après le soudage, les cordons sont contrôlés par des méthodes non destructives. On fait appel à la radiographie, à la défectoscopie par ultrasons, au procédé magnétoscopique. L'objectif, détecter jusqu'aux défauts microscopiques, manque de fusion, porosité, inclusion de l'étier, qui, sous la pression des grandes profondeurs, peuvent devenir l'amorce d'une fissure. Si un défaut est repéré, le cordon est découpé, puis ressoudé. Ces opérations sont répétées, jusqu'à ce que la structure réussisse l'ensemble des essais, y compris hydrauliques. La coque peut être placée dans un bassin spécial, ou une chambre pour vérifier son comportement, sous une pression équivalente à plusieurs centaines de mètres de colonne d'eau. En URSS, une partie de cette logique fut poussée à l'extrême grâce à l'utilisation d'alliages de titane. Le titane possède une densité inférieure à celle de l'acier, tout en offrant une résistance très élevée et une excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer. Le légendaire K278, comme Somolets, reçut une coque résistante en titane et parvint à atteindre une profondeur d'environ 1000 mètres, soit 2 fois plus que les profondeurs opérationnelles habituelles de la plupart des sous-marins en acier. Mais il fallut payer ce prix
par un coût colossal en matériaux et en usinage. Le titane est difficile à souder. Il exige un environnement protégé, des technologies onéreuses et une haute qualification. Au final, de telles expérimentations restèrent davantage une vitrine des possibilités qu'une norme de production de masse. Aujourd'hui, l'axe principal du développement des coques de sous-marins n'est pas une transition complète vers le titane, mais le perfectionnement des aciers alliés. Les nouvelles nuances sont élaborées de manière à obtenir une limite d'élasticité et une résistance encore plus élevée, tout en conservant une plasticité suffisante. Un métal trop rigide est dangereux. Il risque de ne pas se déformer, mais de se fissurer brusquement en cas de dépassement de sa limite. La tâche des métallurgistes consiste à trouver un équilibre où la coque travaille, d'abord légèrement sous pression, en répartissant les contraintes, pour n'atteindre que bien plus tard, très loin, des régimes de fonctionnement normaux, des valeurs critiques. Pour cela, on ajuste la teneur en nickel, chrome, molybdène. On ajoute des éléments micro-alliants. On contrôle la taille des grains et les traitements thermiques. Un point crucial. Dans un sous-marin, ce n'est pas seulement le cylindre massif qui travaille. À l'intérieur de la coque résistante se trouve un ensemble de couples, de lisses, de cloisons qui répartissent les charges et empêchent l'enveloppe de se froisser comme une boîte de conserve. Tous ces éléments sont eux aussi fabriqués en aciers spéciaux et leurs jonctions avec la paroi de la coque sont calculées de manière à éviter toute concentration de contraintes. Chaque hublot, chaque écoutille, chaque ouverture pour l'appareillage constitue un renforcement complexe qui doit garantir que la pression de l'eau ne trouvera pas de point faible. Les ingénieurs procèdent à de nombreux calculs par la méthode des éléments finis, vérifiant comment la coque se comporte à différentes profondeurs, sous les chocs des vagues, lors des manœuvres. Si l'on imagine la descente d'un submersible vers les profondeurs, voici ce qui se passe au niveau du métal. Tous les 10 mètres de descente, la pression augmente d'environ 1 atmosphère. À 100 mètres, elle est déjà 10 fois supérieure à celle de la surface. À 500 mètres, 50 fois. Pendant tout ce temps, l'acier de la coque résistante travaille en régime de déformation élastique. Il se comprime légèrement, le diamètre de la coque diminue de quelques millimètres. Mais après la remontée, il retrouve ses dimensions initiales. L'objectif des ingénieurs est de garantir que, même à la profondeur maximale autorisée, la marge avant d'atteindre la limite d'élasticité reste conséquente.